Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous voyez ça, quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. La malbouffe tue, et on entendait la colère de Jean-Pierre Coff qui a introduit le premier dans le débat médiatique cette prise de conscience du consommateur. Attention à ce que vous mettez dans votre assiette, il peut y avoir un danger, il peut y avoir des impacts sur votre santé, sur l'environnement, sur la nature, sur la vie. La malbouffe tue, elle tue parce que elle enrichit des lobbies, certains lobbies agroalimentaires, certains lobbies de la grande distribution font leur gras, c'est le cas de dire avec ça. La malbouffe tue parce que le consommateur, le citoyen et la citoyenne consommatrice, consommateur, n'ont pas forcément l'information pour pouvoir justement s'en prévenir. Nous sommes ici en présence du professeur Serge Erkberg. Je ne vais pas vous dire que vous êtes le Jean Moulin de la malbouffe, parce qu'on est aujourd'hui dans des comparaisons et des métaphores qui sont quelquefois excessives. Je dois vous dire, vous n'êtes peut-être pas connu du grand public, même si beaucoup de Français vous connaissent. Votre rôle, votre action est aujourd'hui essentielle, j'allais dire, pour la santé de ce pays, parce que bien manger, combattre la malbouffe, ça a des enjeux sanitaires, sociologiques, culturels, économiques et bien sûr politique. Vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes nutritionniste, épidémiologiste français, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc vous êtes un universitaire qui connaît ces dossiers, vous êtes un médecin, vous êtes un scientifique, vous avez écrit parmi d'autres Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire, ça veut tout dire. Et aujourd'hui, je vous ai demandé de venir ici pour témoigner, nous nous connaissons depuis un certain temps, professeur Serge Erkberg, parce que nous menons quelque part ce combat de façon concomitante. Alors moi, à mon modeste échelle de journaliste, vous en tant que scientifique. Et enfin, le fameux Nutri-Score dont on a tout dit, dont on a tant entendu, dont les gens ne connaissent pas vraiment toujours les tenants et les aboutissants, il a été rendu obligatoire par le gouvernement de monsieur Sébastien Lecornu. On s'attendait pas à ça. Madame Annie Genevard, qui était très sceptique sur le Nutri-Score, étant ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et aujourd'hui, c'est une petite étape. Je dis même pas que c'est une bataille de gagner. C'est une petite étape dans ce combat du Nutri-Score. Vous êtes rassuré quand même, professeur Erkberg, que le Nutri-Score soit devenu obligatoire malgré les réserves qui ont été apportées à cette application? Alors oui, c'est une victoire de la santé publique, comme vous l'avez rappelé. Alors on n'est pas encore jusqu'au bout du processus législatif, il reste encore quelques incertitudes, mais c'est déjà une étape très importante de franchie que l'Assemblée nationale, en première lecture, ait considérée qu'au nom de la défense des consommateurs, au fond, au nom de l'intérêt de la santé publique, il était nécessaire, comme le demandent les scientifiques, comme le demandent les acteurs de santé publique, les consommateurs, les professionnels d'une façon générale du champ de la santé publique, à ce qu'ils deviennent obligatoires pour forcer la main aux industriels qui refusent encore de l'afficher. Large majorité, je crois, pour le décider. Par rapport à ce qu'est une large majorité aujourd'hui, c'était quand même assez net. Oui, tout à fait. Là, ça transcende les partis, on est d'accord. Absolument, c'est une problématique transpartisane, et heureusement d'ailleurs, et c'est très bien, même si partis d'extrême droite se sont plutôt opposés à cet amendement, mais il a été adopté en séance. Alors qu'en privé, ils vous disent que c'est très important, mais que tel que c'est présenté, ça peut supposer un handicap pour certaines entreprises. On a toujours des prétextes économiques pour expliquer que des mesures de santé vont être contraignantes ou vont entamer certains profits. Serge Erkberg, le Nutri-Score, vous allez nous le décrypter. En un premier temps, c'est pas une note gastronomique. C'est pas, j'allais dire, une ordonnance médicale, c'est pas une punition, c'est pas une sanction, c'est pas un interdit, c'est juste une information, en particulier destinée aux revenus les plus modestes, pour leur dire attention, la malbouffe est partout, voilà celle dont vous ne devez pas du tout abuser, et celle dont vous devez abuser un petit peu moins et encore un petit peu moins. On est bien d'accord, c'est de l'information. Absolument, c'est, comme vous l'avez dit, absolument pas une norme, c'est pas une obligation, c'est un système qui donne une transparence sur la qualité nutritionnelle d'une façon simple, intuitive, compréhensible par tous, et notamment par ceux qui sont les plus défavorisés, ceux qui ont peut-être le plus de difficultés à pouvoir juger de la qualité nutritionnelle d'un produit. Donc c'est un outil qui peut vraiment aider les consommateurs, s'ils le souhaitent, à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, plus favorables à la santé. Et en plus, ça
pousse aussi les industriels, les distributeurs à améliorer leur offre alimentaire. Alors, on va rappeler les paramètres qui interviennent dans le Nutri-Score. Bien entendu, ce sont les excès de gras, de sucre, tout ce qui est nocif. Quelles sont les échelles de valeur, quels sont les critères qui déterminent que tel produit va être rouge, vert clair, jaune ? Donc alors rappelez-moi A, B, C, D, E. Voilà. Du vert au rouge, donc c'est vraiment très intuitif, très compréhensible. Donc ça paraît très simple, mais derrière ça, il y a beaucoup de science, puisque la construction du Nutri-Score repose sur un algorithme qui prend en considération alors ce qui est plutôt négatif dans les aliments. Est-ce qu'il y a en effet du sucre, des graisses saturées, du sel, des calories, des éléments qui sont plutôt positifs? Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes, des légumineuses? Tout ceci donne des points positifs, des points négatifs. Ça aboutit à la somme de ces différents éléments à une note. Et scientifiquement a été défini des seuils qui permettent donc de classer les aliments de A à E, de la qualité nutritionnelle la plus favorable à la plus défavorable. Ce protocole, c'est vous qui l'avez conçu, en scientifique, en médecin, en nutritionniste, en épidémiologiste. Vous avez mesuré chaque élément alimentaire, chaque paramètre de nutrition, et la conclusion de ce protocole, c'est toute une équipe évidemment. C'est un travail extrêmement sérieux, j'allais dire comme lorsque l'on pose un vaccin, et vous êtes arrivé à cette codification avec ce classement sur des bases parfaitement scientifiques. On est bien d'accord. C'est bien sûr entièrement de la science derrière. D'ailleurs, c'est en effet une équipe de recherche et de la médecine et de la médecine. Donc nous nous sommes basés sur un mode de calcul qui avait déjà été mis au point par l'université d'Oxford, donc au Royaume-Uni, qui avait été fait pour réguler la publicité, les aliments qui seraient autorisés à la publicité télévisuelle destinée aux enfants. Alors c'était un système binaire, c'était oui ou non, bon ou pas bon, et on l'a adapté en France avec la possibilité donc d'avoir 5 classes et de pouvoir avoir l'opportunité de donner une information qui vraiment aide le consommateur, mais surtout ça a été validé scientifiquement. Il y a eu de très nombreux travaux qui ont testé à la fois la perception, la compréhension, l'impact sur les choix alimentaires, et des études portant sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de sujets suivis pendant de nombreuses années ont permis de montrer que le fait de manger des aliments bien classés sur l'échelle du Nutri-Score réduisait le risque de maladies aussi importantes que l'obésité, certains cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc, professeur, nous sommes bien d'accord. Vous ne montrez pas du doigt, vous ne fustigez pas certaines denrées ou certains types d'aliments, mais leur abus, l'excès de consommation. On reste libre de faire ce que l'on veut. Vous prévenez juste qu'au-delà de 130 km/h, on risque de déraper, et que s'il n'y a pas de frein sur la voiture, dans un virage, elle peut aller dans le fossé. Exactement, il faut le rappeler, c'est de l'information. Fournir la transparence sur la composition nutritionnelle, c'est un élément donc que le consommateur peut intégrer dans son acte d'achat s'il le souhaite, et il n'y a aucune stigmatisation, il n'y a aucune culpabilisation des produits qui sont mal classés par le Nutri-Score, D ou E. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, ça rappelle simplement que ces produits doivent être consommés de façon raisonnable, en trop grande quantité, pas trop fréquemment. Selon un concept philosophique du rien de trop, qui est le secret de la vie sur Terre, à tous les points de vue, y compris en politique et en philosophie, et peut-être en amour. Vous avez choisi un code couleur qui est le plus simple pour, quand on fait ses courses dans une grande surface, on a son chariot, on a la famille, les enfants sont souvent prédicteurs de consommation. Je crois que c'est 30% des produits achetés en grande surface sont souvent à l'initiative des enfants, qui ont bien entendu vu des images à la télévision pendant les spots publicitaires, et puis tout ça est fait exprès. Il s'agit de susciter des envies, de créer des besoins pas forcément utiles, et le Nutri-Score arrive avec un code couleur très simple, qui va du rouge au vert, exactement comme au feu quand on passe. Attention, il faut ralentir, c'est une limitation de vitesse aussi, et vous avez choisi un code couleur avec des lettres. Vous auriez pu choisir d'autres critères d'information, ou c'est bien de me prendre de la couleur, parce que c'est ça d'ailleurs qui pose problème. Rouge, ça veut dire quoi, rouge? On n'a pas le droit. Si, vous avez le droit, mais faites attention. Oui, alors en effet, il y a eu beaucoup de discussions scientifiques sur les logos. Il y a différentes expériences qui ont été menées, et on sait que les codes couleurs sont beaucoup mieux compris et mieux perçus par les consommateurs. Les couleurs sémantiques du vert au rouge, qui parlent à tout le monde, sont particulièrement utiles, et ça a été testé. Il y a même des notes scolaires qui sont maintenant en couleur. Absolument. Mais le rouge, d'ailleurs, quand très souvent on nous dit « mais attendez, rouge, c'est vraiment l'interdiction ». Non, c'est absolument pas. D'ailleurs,
le rouge est largement utilisé par l'agroalimentaire. Lorsqu'il y a des promotions, c'est généralement entouré de rouge. D'ailleurs, le Père Noël est rouge. Ça montre bien que ça ne doit pas faire peur. Donc, on a tout un travail aussi de communication qui est déjà fait, qu'il faut encore amplifier pour bien rappeler qu'un produit, même rouge, peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Mais si on a la possibilité d'avoir une alternative, et si on le souhaite, eh bien on peut choisir une alternative mieux classée sur l'échelle du Nutri-Score. Alors rappelons qu'il était jusqu'à présent pas obligatoire et qu'il y avait malgré tout, j'allais dire, des entreprises, des compagnies, des firmes agroalimentaires qui jouaient le jeu et puis d'autres qui ne décédaient pas du jeu. On va justement venir là, on va faire une petite pause. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300 parce que vous êtes tous concernés très près par ce débat et on va voir avec le professeur Serge Jacquebert comment gérer intelligemment, comment approcher intelligemment avec pédagogie et confiance les éléments du Nutri-Score qui viennent d'être rendus obligatoires en première lecture à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roldy, 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Moi je suis client, j'ai pas envie de revenir, je suis désolé. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Mais bouffez-le, mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Ah non, mais... Prenez-le et bouffez-le. Non mais ne le donnez pas à vos clients. Le cinéma français s'est quand même beaucoup porté sur ces enjeux. C'est normal, on est en France et le débat alimentaire s'est souvent invité dans les scénarios de cinéma et des films. C'est tant mieux. Nous sommes avec le professeur Serge Jacquebert, père du Nutri-Score, qui a remporté lui, son équipe, et tous les compatriotes qui sont conscients de cet immense enjeu. Une première victoire à l'Assemblée nationale puisque le texte a été adopté en première lecture, malgré l'avis contraire du gouvernement, c'est-à-dire que la ministre de la Santé et la ministre de l'Agriculture, en l'occurrence Mme Genevard, continuent et persistent dans leur refus de rendre le Nutri-Score obligatoire. Alors oui, la ministre de la Santé a rappelé son intérêt pour le Nutri-Score et le fait qu'il fallait le développer, mais a considéré que les amendements qui avaient été proposés par les écologistes et les socialistes pour l'adoption obligatoire du Nutri-Score étaient contraires à la réglementation européenne. Ah bon. Alors ça, c'est un élément qu'on entend depuis très longtemps, mais qui sert un petit peu d'alibi dans ce sens qu'en effet, il y a une réglementation européenne qui interdit aux États de rendre obligatoire un logo d'information nutritionnelle synthétique sur la face avant des emballages des aliments. Oui. Alors ça avait été poussé au milieu des années 2000 par les lobbies qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour déjà empêcher qu'il y ait un logo nutritionnel, l'ancêtre du Nutri-Score. Mais cette réserve ne tient pas parce qu'il existe un article, l'article 36 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui permet aux États membres de considérer qu'au nom de la santé publique, il était possible de déroger à la libre circulation des produits en Europe à condition que la mesure soit justifiée, nécessaire, proportionnée et qu'elle ne stigmatise aucun pays. Donc on garde encore le sens des priorités au sein des institutions européennes, parce que là, au début de votre explication, c'est l'Union européenne défend la malbouffe puisqu'elle interdit de la dénoncer. Pas de label étatique, au nom du libre-échange, de la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, parce que ça, c'est une entrave. Et malgré tout, il y a un peu de raison qui revient, et si, il est important que le consommateur sache. Comment s'est passé le vote exactement? Donc, il est proposé par qui? Quels sont les parlementaires qui le proposent? Alors, il y a eu 2 amendements qui sont à peu près équivalents. Un qui émanait des socialistes. Oui. Un qui émanait des écologistes. Oui. Ça a été soutenu par toute la gauche, par un certain nombre de députés du bloc central, du MoDem, par quelques députés d'Ensemble pour la République, quelques plus rares députés, mais tout de même des Républicains, et aucun député du Rassemblement national et de ses alliés. C'est très paradoxal, parce que le Rassemblement national, qui s'inscrit dans la défense, des intérêts populaires, des classes défavorisées, ne comprend pas que le Nutri-Score est la mesure la plus importante aujourd'hui pour les petits revenus, pour les gens, on va dire clairement pour les pauvres. C'est pour éviter aux pauvres de s'empoisonner. Et non, eux, ils considèrent que c'est une entrave au marché. Professeur, on est en ligne avec Jean, qui nous appelle de Lyon. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Merci. Merci de me laisser la parole. Tout d'abord, je dirais que merci pour cette initiative du Nutri-Score. Je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, il y a des tas de produits qui n'affichent pas le Nutri-Score.
Et en fait, moi, j'utilise l'application Yuka. Donc, je voulais interroger le professeur sur est-ce que c'est une bonne appli fiable, sachant que, en plus du gras, du sel, du sucre, etc., elle affiche la qualité des additifs. Est-ce qu'ils sont à risque, pas à risque, très dangereux, etc. Donc, donc je voulais interroger le professeur, savoir si c'était fiable. Ça a l'air, a priori, oui. Mais bon. Jean, donc on va demander au professeur Exberg, est-ce que Yuka et le Nutri-Score sont complémentaires, un peu concurrents, ou, j'allais dire, agissent sur des terrains différents? Oui, alors permettez-moi juste de rebondir pour rappeler que aujourd'hui, il y a à peu près 62% des produits alimentaires mis sur le marché qui ont le Nutri-Score, qui affichent le Nutri-Score. Lorsqu'on a proposé à Marisol Touraine en 2014 ce logo, il n'y en avait aucun. Ils l'ont combattu pendant 4 ans d'une façon extrêmement violente. Très bien. Et c'est grâce à la science, grâce à la pression sociétale qu'en 2017, il est devenu le logo officiel. Je rappelle Marisol Touraine, ministre socialiste de la Santé, et il y avait aussi Benoît Hamon. Quand il y a eu l'amendement Nutella, non, parce que ça va froisser Bruxelles. Et donc ça avait été retoqué par la gauche. Tout à fait. En 2017, donc Nutri-Score est adopté sous une forme donc volontaire, et on a commencé à avoir des entreprises, parce que la demande des consommateurs étant forte, il y en a eu 5, 10, 50, 100. Aujourd'hui, non obligatoire, rappelons bien. Non obligatoire, mais il y a tout de même 1500 entreprises qui jouent. Courageuse. Par contre, il y a des entreprises, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Ferrero, Lactalis, qui ont refusé, Unilever, Kraft, qui ont refusé, qui refusent toujours. C'est un aveu, vous êtes d'accord? Quand je refuse de me soumettre à la transparence, c'est que j'ai quelque chose à cacher. Absolument. Donc c'est très clair pour le consommateur, et c'est déjà une information, le fait de ne pas l'afficher. Alors, les applications, évidemment, permettent de contourner la négation du Nutri-Score par certaines entreprises. Alors, il y a beaucoup d'applications. C'est utile. Alors, faire ses courses avec une application, c'est tout de même long, donc c'est réservé à ceux qui ont un peu plus de temps. Il y a beaucoup d'applications. Alors, Yuka utilise le Nutri-Score en partie, c'est 60% de sa note, et elle l'agrège avec d'autres éléments, les additifs, les pesticides. Alors, c'est pas tellement scientifique, c'est-à-dire que c'est une application sympathique et qui a contribuer à faire prendre conscience aux consommateurs, aux industriels, aux politiques de l'importance d'une transparence. Ça manque un peu de science parce qu'ils décident de classer eux-mêmes les additifs. C'est compliqué les additifs, il y a des effets cocktails, synergie. Donc si on ne l'a pas fait, si l'OMS ne l'a pas fait, c'est que c'est compliqué. Donc on recommande plutôt une autre application qui est Open Food Facts, qui est des bénévoles, et qui permet, en scannant le produit, comme le fait d'ailleurs Yuka, d'avoir à la fois le Nutri-Score, mais séparément. Est-ce que le produit est ultra transformé? Est-ce que c'est un produit issu de l'agriculture biologique? Donc, de façon factuelle, fournit les éléments d'information. Donc, ces applications peuvent être utiles. Open Food Facts particulièrement. Yuka n'est pas très éloigné, mais va au-delà de ce que les scientifiques considèrent comme valide. Disons que dans l'ensemble, l'information du consommateur par ces différents éléments d'information va plutôt dans le bon sens, même si évidemment le Nutri-Score est le fruit d'un travail scientifique, sa rigueur est incontestable. Il est très important d'être incontestable parce que évidemment les lobbies vont tout de suite chercher la petite faille en disant voyez c'est pas très fiable. Or si c'est fiable, c'est incontestable. Oui, tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, il y a plus de 150 études réalisées dans toute l'Europe qui démontrent à la fois l'intérêt et la validité du Nutri-Score. Donc, il n'est pas attaquable parce qu'il a ses limites, bien évidemment, et ça, on les reconnaît. Et il est perfectible. Et il est perfectible. On l'améliore d'ailleurs en fonction des progrès de la science, en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais il repose vraiment sur des bases scientifiques robustes. Nous sommes en ligne avec Cynthia. Cynthia, vous appelez de Narbonne. On mange bien à Narbonne. Oui, bonjour. On mange très bien. Je vous écoute, Cynthia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je vous entends très bien, je vous écoute. Okay. On vous écoute, Cynthia. Bonjour, oui, donc moi je pense que le Nutri-Score est important pour qu'on puisse savoir ce qu'on achète. Je m'y fie beaucoup lorsque je fais les courses. Pour tout ce qui est produits surtout sucrés, parce que j'achète quelques produits sucrés parfois. Je trouve que c'est important de savoir si le Nutri-Score, comme les pains de mie et tout ça, si c'est A ou D. Forcément, je vais privilégier un Nutri-Score A plutôt qu'un Nutri-Score D ou E, voire parfois. Voilà.
Professeur, c'est important pour, j'allais dire, quand l'ancien terme, la ménagère, quand elle va faire ses courses, tout ça est dépassé. Quand le consommateur, quand une mère de famille ou un père de famille va faire ses courses et qu'on est pressé, c'est très important de savoir ce dont on peut abuser, ce dont il ne faut pas abuser. Oui, ce témoignage est très symbolique. En effet, l'avantage du Nutri-Score, c'est que c'est très rapide à voir. On n'a pas besoin de prendre le paquet, le retourner, lire un tableau incompréhensible, et on peut choisir. Alors, si on est attaché à la marque, on peut prendre d'autres critères, mais au moins, on a cette information. C'est vraiment compréhensible, et là, les études le montrent, et d'ailleurs, c'est très compréhensible par les enfants qui aiment beaucoup et qui utilisent parfaitement bien le Nutri-Score. Donc, les études ont montré réellement l'avantage que le Nutri-Score... C'est même pédagogique, quelque part. C'est très pédagogique. Une fois de plus, c'est pas perçu comme une norme, c'est perçu comme une aide. Une aide, une information, un code d'utilisation. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler du Nutri-Score. On pourrait en parler pendant des jours et des jours, tellement c'est important. Là, on va rentrer un peu plus dans la précision scientifique. Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est du pétrole? C'est exact. C'est exact. Alors maintenant, regarde. Et voilà, c'est de la viande. Oh! Goûte. Ah non! Goûte! Ah non! Lénou la cuisse, Coluche, Louis de Funès, grand instant de cinéma, première dénonciation d'un malbouffe avec Tricatel, vous vous souvenez. Et puis bon, ce sont des souvenirs et qui sont toujours d'actualité justement. Le Nutri-Score, et si Tricatel avait le Nutri-Score, il n'aurait pas été aussi nocif que ça. Professeur Serge Egberg, je rappelle le titre de votre ouvrage, Manger tais-toi, aux éditions Humaine Science Débat. Vous êtes le père du Nutri-Score. Une première étape a été marquée avec l'adoption en première lecture du Nutri-Score. Quel est le véritable enjeu du Nutri-Score par rapport à la malbouffe? Pourquoi les firmes agroalimentaires, et surtout, n'oublions pas, c'est la grande distribution qui, en abaissant les prix, impose quelquefois au lobby agroalimentaire, qui n'est pas méchant de naissance, de baisser la qualité pour rester compétitif. Quel est l'intérêt de ces firmes? Certaines graisses, certains sucres, j'allais dire, provoquent de l'addiction, c'est-à-dire qu'on surconsomme grâce à ça. Oui, alors on a maintenant, depuis quelques décennies, des très nombreux travaux scientifiques qui montrent que le sucre, certaines graisses et le sel ont un impact négatif en termes de risque de maladie, qui ont un coût humain, social et économique. En soi, la molécule est nocive pour l'organisme si elle est consommée de façon abusive. Exactement. Alors après, en effet, comme vous le rappelez, c'est une question de quantité consommée. Mais si on pousse à la consommation avec un marketing extrêmement fort, si on cache la réalité de la présence de ces éléments dans un aliment, eh bien, on contribue à augmenter chez les consommateurs le risque de ces maladies. Mais professeur, ils sont non seulement nocifs en soi quand on en abuse, on dit bien quand on en mange trop. En soi, ce n'est pas un McDo industriel une fois de temps en temps ne pose pas de problème. Les gens qui iraient tous les jours, là, ça commence à poser problème. Quand je dis McDo, ça peut être une autre marque de fast-food, King Burger ou autre. Et les boissons sodas et les sodas sucrés, c'est la même chose. Pour autant, ça engendre aussi, on le sait, et certains observateurs et certains scientifiques disent ça engendre des addictions qui font qu'on reconsomme de ce produit. Est-ce qu'il y a aussi une recherche de l'addiction dans cet ajout, dans ces ajouts et ces additifs sucrés et gras? Alors, je ne sais pas s'il y a une recherche volontariste, mais par contre, oui, en termes d'impact, l'addiction au sucre et au sel... C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour essayer de réduire l'habitude au goût sucré pour les enfants, parce que ce sont des habitudes que l'on prend extrêmement tôt. De la même façon, si vous avez l'habitude de manger très salé, eh bien, vous consommez de plus en plus de sel. Et on peut se déshabituer progressivement de ces addictions. Donc c'est extrêmement important d'avoir l'information, parce que le sucre, c'est pas seulement le sucre en morceaux que l'on voit, c'est bien sûr le sucre qui est caché à l'intérieur de bon nombre d'aliments dont on n'imagine pas toujours qu'ils contiennent du sucre. Les dernières statistiques des organismes internationaux de santé, quels qu'ils soient nationaux ou internationaux, indiquent des chiffres absolument terrifiants et aberrants. Aujourd'hui en France, vous avez des chiffres sur l'obésité, des chiffres, alors on les a, mais est-ce que vous pouvez me les donner, les chiffres réels? Oui, c'est une situation évidemment qui est assez inquiétante. Un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. 17% de nos enfants sont en surpoids ou obèses, et 4% d'ailleurs sont réellement obèses, et surtout le chiffre a considérablement augmenté ces dernières années. Alors il y a des mesures qui ont été mises en place, le programme national nutrition santé, qui a tendance un petit peu à stabiliser chez les enfants, mais ça reste
encore un problème qui est à la fois en augmentation et aujourd'hui quand même 17%, quasiment un enfant sur 5 en surpoids ou obèse, c'est pas acceptable. Il y a des pays où ça va au-delà, bien entendu. Les États-Unis, alors on est carrément... J'ai vu que le président des États-Unis, Donald Trump, veut interdire l'accès aux États-Unis des obèses et des diabétiques. Comme qu'il en a déjà beaucoup chez lui, il n'a pas envie d'en rajouter. On n'en est pas là en France. Obésité, ça veut dire d'autres pathologies, le diabète, des impacts cardiovasculaires et certains cancers sont déclenchés par une mauvaise alimentation. Absolument. On a vraiment maintenant tout à fait la connaissance extrêmement robuste démontrant que nos habitudes alimentaires, évidemment aussi notre activité physique, l'équilibre des deux, contribuent soit en termes de facteurs de risque, soit en termes de protection vis-à-vis des maladies que vous avez citées, et qui sont des maladies qui ont un impact vraiment extrêmement fort, tant au niveau individuel, sur le plan humain, qu'au niveau social et économique. Les dépenses de santé liées simplement au surpoids et à l'obésité sont considérables. Et puis en effet, le surpoids et l'obésité, c'est, vous l'avez rappelé, un facteur de risque d'autres maladies qui sont extrêmement importantes et sérieuses. L'excès de sucre engendre des lipides dans l'organisme, l'excès de gras aussi. Ça touche quoi? Ça touche notre système cardiovasculaire, ça touche notre système nerveux, notre système musculaire. Aujourd'hui, les pathologies sont très définies. Les pathologies sont bien définies. Ce sont les grandes maladies chroniques qui sont les grands enjeux de santé publique. Donc, certains cancers, les maladies cardiovasculaires, bien évidemment. Et on connaît les mécanismes d'action. Et on sait que en ayant une alimentation plus en phase d'ailleurs avec les recommandations qui existent déjà depuis un certain temps, qui s'appuient d'ailleurs beaucoup sur l'alimentation méditerranéenne, eh bien on peut réduire au niveau individuel son risque de maladie. Mais il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire, et la transparence sur la composition nutritionnelle, grâce au Nutri-Score, c'est un moyen justement de savoir. Donc on peut affirmer très sereinement et très calmement que le Nutri-Score peut sauver des vies, ou éviter en tout cas des maladies graves quand il est intelligemment interprété et appliqué. Tout à fait. D'ailleurs, une étude de l'OCDE sur les 27 pays européens a mis en évidence en 2024 que si on ajoutait le Nutri-Score dans tous les pays, on diminuerait d'ici 2050 le nombre de maladies chroniques de 2 millions de cas. On aura en plus un impact sur les dépenses de santé et même sur la force de travail. Donc on a vraiment la preuve, la démonstration que le Nutri-Score peut vraiment réduire le risque de maladie. Au moment où on parle du plan de financement de la sécurité sociale, c'est quand même un élément que la classe politique dont elle aurait pu s'emparer et le porter plus haut que ce qu'elle a été. Heureusement qu'on a eu des partenaires courageux. Nous sommes en ligne avec Jean, qui nous appelle de Montpellier. Comment ça va, Montpellier, Jean ? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien ici, on vous écoute. Écoutez, merci de me donner la parole. Moi, je vais intervenir en tant que vegan. Vegan, c'est pas des... Jean, on a un problème de communication. Les ondes passent mal entre Montpellier et Paris. On vous rappelle tout de suite et on vous écoute. Professeur Serge Herberg, je suppose qu'il n'y a pas que Madame Genevard et certains responsables politiques qui sont, j'allais dire, perplexes par rapport à l'efficacité du Nutri-Score. Il y a les lobbies. Est-ce que vous avez été souvent l'objet, ou le Nutri-Score, d'offensives très concrètes de lobbies, de façon institutionnelle, pour qu'il ne soit pas appliqué ? Oui, bien sûr. Alors, des grands groupes agroalimentaires, je les ai cités, Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars. Ceux qui ne l'utilisent pas, justement. Alors, ceux qui ne l'utilisent pas, donc, essayent d'empêcher qu'il devienne obligatoire, puisqu'ils seraient obligés de le mettre. Ils l'ont combattu de longue date. Il y a également certains syndicats agricoles, la FNSEA en France, pour le nom de la défense du secteur de la viande, de la charcuterie et des fromages. Et puis, on est face, au niveau européen, à un État lobbyiste, l'Italie, le gouvernement de Madame Meloni, qui en a fait d'ailleurs une croisade dans son programme politique, considérant que le Nutri-Score venait à l'encontre des produits made in Italy, avec plein de fake news, et elle a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant le gastropopulisme, c'est-à-dire flatter la fibre identitaire, culturelle, du terroir, de la gastronomie, pour faire croire que certaines mesures de santé publique allaient perturber donc ces valeurs. C'est plutôt la défense d'intérêts économiques. En plus, Ferrero n'est pas très éloigné des milieux politiques.
Et par contre, c'est une négation et de la science et de la santé publique. Peut-être, professeur, que la culture, j'allais dire populaire italienne, est plus évoluée que la nôtre quant aux méfaits de la malbouffe. C'est des gens qui ont encore une conscience alimentaire. On peut combattre la malbouffe peut-être par d'une autre pédagogie si c'est à l'école. Parce que le gouvernement italien a été, pas Madame Meloni, mais les autres, je me souviens de l'interdiction de la cuisine moléculaire, ils ont toujours été très soucieux là-dessus. Et là, on sent bien qu'en tant qu'ultra-libérale, elle protège un peu ses lobbies. Et c'est aussi finalement le vrai motif des réticents, de la droite réticente en France au Nutri-Score. Ils protègent leurs copains des lobbies, on est d'accord? Ah, absolument, hein. C'est souvent en effet des intérêts économiques et financiers. Ce qui est un peu malheureux, c'est que c'est à l'aide de fake news. Et c'est particulièrement grave parce que les pays du Sud, comme l'Italie, qui perdent aujourd'hui leur modèle traditionnel, sont confrontés à une augmentation de surpoids et de l'obésité, notamment chez les enfants, qui est tout à fait encore plus dramatique dans les pays d'Europe du Sud que même en France. Bon, le corps médical, j'allais dire les financiers de la santé en France vous sont gré, cher professeur de l'initiative du Nutri-Score. Vous êtes soutenu par tout le monde. Alors, on est soutenu... Je le dis sur un ton un peu ironique, parce que je n'en suis pas persuadé. Alors, on est tout de même soutenu par les scientifiques et par les professionnels de santé. L'assurance maladie, vous y faisiez référence, mais l'assurance maladie, dans son dernier rapport sur les charges des produits, a demandé que le Nutri-Score devienne obligatoire en termes de réduction des dépenses de santé liées aux maladies chroniques dans lesquelles la nutrition joue un rôle. La Cour des comptes a soutenu cette démarche, le comité économique et social. Donc, beaucoup d'acteurs de la société, 117 associations, ONG, comités d'experts, associations scientifiques, ont demandé également que le Nutri-Score devienne obligatoire. Donc il y a un grand consensus du monde de la santé. Professeur, à vous entendre, on peut considérer légitimement que le Nutri-Score aurait dû être obligatoire il y a au moins 5 ou 10 ans. Alors, et on aurait évité bien des dégâts, et la facture de la sécurité sociale serait peut-être moins lourde, parce qu'on aurait évité des maladies et des pathologies extrêmement coûteuses. Vous êtes bien d'accord? Voilà, c'est un moyen simple de réduire. Alors, le Nutri-Score ne va pas solutionner tous les problèmes nutritionnels, il ne va pas faire disparaître les maladies, mais on sait, on peut le quantifier, qu'il contribue à réduire le risque de ces maladies, donc les dépenses de santé. On est avec Marc, qui nous appelle de Béziers. Mais à Béziers, on mange bien aussi. Oui, bonjour messieurs. Oui, on mange très bien également. On n'est pas loin de Montpellier. On vous écoute, Marc. Une illustration et 2 questions, je vais essayer de faire court. Merci pour votre analyse des sites internet de conseils, parce que effectivement, des fois, on ne se recoupe pas. J'ai eu l'occasion j'avais envie d'une choucroute. Je consomme rarement des plats agroalimentaires préparés, mais j'ai acheté une conserve de choucroute et le Nutri-Score donnait B, et le site en question, je ne le citerai pas, donnait médiocre 40/100. Donc c'est une illustration effectivement qu'il faut coupler les informations, j'imagine. Oui, tout à fait. On écoute votre question. Et puis les 2 questions, c'est d'une part, le Nutri-Score étant imposé par les industriels sur leur packaging, j'imagine, est-ce qu'il y a des contrôles rigoureux qui sont faits, parce que sinon on connaît les dérapages. Et puis l'autre question également, c'était, vous avez cité l'industrie agroalimentaire, mais il y a aussi des discounters très connus qui ont des marques distributeurs sur lesquelles ils n'imposent pas le Nutri-Score, et est-ce qu'eux, ils sont en capacité d'imposer ça à l'industrie agroalimentaire, ou est-ce qu'ils ne le souhaitent pas, justement? Sir Jacques Berg. Alors, pour votre première question sur les contrôles, il y a des contrôles faits par la DGCCRF, par Santé publique France, par les équipes de recherche, mais vous savez, il n'y a pas tellement de risque de dérapage, tout simplement parce que les données qui servent au calcul du Nutri-Score sont celles qui figurent sur l'emballage. L'algorithme de calcul, il est public sur le site de Santé publique France. Vous avez même un tableur, et puis les applications le donnent également, qui permettent à chacun de vérifier. Donc si un industriel prenait le risque de tricher sur l'affichage du bon Nutri-Score, ça serait immédiatement dénoncé. C'est arrivé d'ailleurs une fois avec un petit fabricant de jus de pomme qui de bonne foi s'est trompé, d'ailleurs en sa défaveur. Quelques heures après, des associations de consommateurs avaient des remontées prouvant qu'il y avait une véritable erreur. Maintenant, sur votre deuxième question, alors les distributeurs, alors c'est peut-être un peu plus facile pour eux, même les discounters, affichent beaucoup plus facilement de Nutri-Score. On considère qu'aujourd'hui, 98% des marques propres affichent le Nutri-Score. C'est plus simple parce que c'est pas monoproduit, mais on a une meilleure adhésion des distributeurs que des industriels. Il y a à peu près 36% des marques nationales, des produits des marques nationales qui l'affichent.
Vous restez avec nous, on est sur Sud Radio et on parle malbouffe avec le professeur Serge Ekberg, père du Nutri-Score. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous aimez bien tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Marie Marquet dans La Grande Vadrouille aux Hospices de Beaune, une des scènes, j'allais dire, emblématiques du cinéma français. Effectivement, elle appuie avec son doigt sur le foie de l'aviateur anglais. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est tout mauvais. Combien de fois, cher docteur, n'ai-je pas entendu de la part de mes amis médecins, tu aimes tout ce qui est bon, c'est très mauvais. C'est justement, j'allais dire, un des éléments de la polémique sur le Nutri-Score. Il a été rendu obligatoire, à l'exception des produits IGP et AOP, donc indication géographique protégée et appellation d'origine protégée, qui représentent les produits de qualité de nos terroirs, de nos traditions françaises, qui sont de très grands produits. Ce sont des fromages, ce sont des salaisons spéciales. Voilà. Alors, je vais citer, entre autres, tous les fromages. Le comté, puisque Madame Genevard est élue du comté, ça peut être une andouillette, ça peut être une terrine, ça peut être une rillette, voilà. Il n'a jamais été question de dire du mal de ces produits. Moi-même, qui suis défenseur des produits du terroir, c'est toute ma vie. Hein, c'est tout mon combat sur le lait cru, sur les produits authentiques, sur l'appellation d'origine, qui est l'identité de nos produits agricoles. C'est pour ça qu'on défend les paysans. Sans paysans, on n'a pas de produits d'origine protégés. Mais je suis le premier à dire que j'ai pas de problème avec le Nutri-Score. Si je mange 10 kilos de comté par semaine et 20 kilos de foie gras par mois, et que j'ingurgite mes fromages préférés, et des salaisons, je vais tomber malade et je peux en mourir. Donc heureusement que j'ai alors j'ai pas besoin, je l'ai dans ma tête, le Nutri-Score, mais je sais bien qu'il y a certaines choses dont il ne faut pas abuser. Il est là le débat, professeur, on est bien d'accord? Tout à fait. Alors, bien évidemment, Nutri-Score ne s'oppose absolument pas à ces produits avec une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée. Ce sont deux notions extrêmement différentes. Alors, il faut savoir d'abord que 2/3 des AOP et IGP sont bien classés par le Nutri-Score. C'est juste les fromages et les charcuteries. Elles ont un peu de gras. Elles ont du gras, des graisses saturées. Du bon gras, mais pas le meilleur gras, c'est plutôt des graisses saturées et du sel. Quand je dis du bon gras, c'est des gras qui viennent de l'herbe, qui vient de la nature. Voilà, c'est un processus naturel, mais pour l'instant, l'abus est nocif. Ah, tout à fait. Et ils contiennent également du sel. Et donc, avec un Nutri-Score qui peut être D ou E, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être consommés. On l'a rappelé, ça doit être consommé avec prudence, modération. Mais ce sont deux notions différentes. Un AOP ou IGP, c'est le rattachement au terroir, des recettes ancestrales, un mode de production vertueuse, mais ça ne recouvre pas la dimension nutritionnelle. Donc il faut mettre les deux et dire aux consommateurs, mangez moins mais mieux. Si vous voulez une charcuterie ou un fromage, il ne faut pas en consommer trop et choisissez plutôt celles qui ont une AOP et une IGP. Et c'est une simple leçon de sagesse, d'éthique de vie et de code d'hygiène tout simplement qu'on devrait partager et qu'on partage dans les sociétés évoluées. Je veux juste préciser, Serge Ekberg, que mes anciens confrères, journalistes gastronomiques des années 50-60, qui faisaient bonne chère, comme on disait, à l'époque il n'y avait pas de Nutri-Score, on pouvait faire bombance, on pouvait se taper la cloche, c'est des gens en général qui mouraient avant 60 ans. Alors ils mouraient heureux, ils mouraient en surpoids, en surcharge pondérale, mais ils mouraient jeunes parce qu'ils faisaient attention à rien. Aujourd'hui, le Nutri-Score, c'est quoi? C'est, si tu veux voyager loin, ménage ta monture, continue à savourer les délices de cette terre et de ce pays, mais et la précaution de ne pas en abuser. Voilà, vous avez résumé tout à fait la philosophie du Nutri-Score. C'est une information qui n'interdit rien, qui rappelle la modération sur certains produits, et puis qui permet de débusquer des choses qui ne sont pas évidentes. Un Actimel ou un Activia ou un Danonino. Alors Actimel, Danone est sorti du Nutri-Score, je me souviens. Danone est sorti du Nutri-Score tout simplement parce que la mise à jour du Nutri-Score pénalise plus le sucre et que ça révèle que ces produits, ces yaourts à boire, alors il n'y a pas que ceux d'ailleurs de Danone, sont des produits qui contiennent beaucoup de sucre, parfois plus qu'un soda, et que Danone n'a pas voulu à la fois vanter le fait que c'était un outil de lutte contre l'immunité ou que ces produits permettaient de réduire la fatigue, et d'un autre côté montrer la réalité que ça contient beaucoup de sucre. Professeur, est-ce que vous m'autorisez à suggérer que le Nutri-Score est un complément culturel et social de notre patrimoine gastronomique? C'est grâce à une bonne gestion, un bon usage du Nutri-Score que nous pourrons continuer à produire et à consommer ces produits du terroir qui nous font tant de bien gustativement dès lors qu'on n'en abuse pas. Absolument, et d'ailleurs c'est la philosophie générale maintenant de la nutrition de santé publique en France. Il n'y a pas incompatibilité entre gastronomie et
santé, en sachant que dans la gastronomie, ça doit rester un plaisir, ça ne doit pas être des choses qui sont consommées trop fréquemment. Puis il y a beaucoup de produits industriels ultra transformés qui n'ont pas d'intérêt et qui souvent masquent par un marketing le fait qu'ils sont eux gras, sucrés et salés. Alors, si je vais un peu plus loin dans mon nutriscorisme, je vais dire, parce que je suis vraiment convaincu de l'utilité de cette mesure, est-ce qu'on pourrait envisager de pénaliser, avec une taxation particulière, les marques qui refuseraient d'appliquer le Nutri-Score, qui refuseraient aux consommateurs l'information du contenu de l'aliment? Alors, il existe déjà en France une taxe sur les boissons sucrées et édulcorées, pour l'histoire du goût du sucre, et dans les amendements qui ont été proposés sur l'obligation du Nutri-Score, reste une possibilité de dérogation pour les industriels qui le souhaitent, mais à ce moment-là, ils sont taxés de 5% sur leur chiffre d'affaires. Et quand on voit le chiffre d'affaires de Lactalis ou de Coca-Cola, c'est des sommes qui seraient considérables. Ça serait très dissuasif, évidemment. Absolument, c'est dissuasif. Mais l'argent irait à l'assurance maladie. Il faut qu'ils assument. Hein, il faut qu'ils assument. Mais aujourd'hui déjà, et ça sera plus fort encore si demain il devient obligatoire, le consommateur va être rapidement conscient que si un produit n'affiche pas le Nutri-Score, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, que vraisemblablement il est DOE, et en plus il ne respecte pas le consommateur en termes de fournir une transparence sur la réalité de sa composition nutritionnelle. Serge Berg, la traçabilité acquise depuis la vache folle, qui est aujourd'hui sur tous les produits, pas les produits transformés, l'Europe ne veut pas qu'on sache d'où vient la viande, mais sur les produits frais, traçabilité, c'est un complément, c'est un élément nutri-scorien, si je puis dire, cette traçabilité. Tout à fait, la traçabilité, la transparence, c'est un droit des consommateurs et c'est un devoir des fabricants. Donc la traçabilité n'est pas suffisante, il faut aussi beaucoup d'autres mesures, mais c'est déjà une contribution très forte à améliorer la santé de nos concitoyens. Alors, question très importante, est-ce que vous avez fait des petits? Est-ce que vous avez inspiré d'autres législateurs, d'autres pays européens qui, confrontés eux aussi au fléau de la malbouffe, ont considéré que ce Nutri-Score était une information qui allait dans le bon sens? Oui, 6 autres pays ont adopté le Nutri-Score, comme la France, c'est le même Nutri-Score, il y a d'ailleurs une coordination. Vous pouvez me les citer? Oui, il y a l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l'Espagne et hors de l'Union européenne, mais en Europe, la Suisse, qui ont adopté le Nutri-Score. Donc il y a 7 pays aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont en attente de l'adoption, et donc on espère qu'il y en aura de plus en plus et qu'il deviendra également obligatoire en Europe. Eh bien écoutez, tout ça est encourageant. En tout cas, c'est la preuve, message à notre classe politique, à nos parlementaires, si d'autres pays s'en inspirent, c'est que ça va dans le bon sens. Professeur, on vous souhaite plus de succès, votre combat n'est pas terminé. Je rappelle votre livre « Mange et tais-toi » aux éditions Humaine Science. C'est vraiment un document pédagogique, nutritionnel, et je dis toujours politique parce que le contenu de l'assiette, dépendra l'avenir de notre société, de notre planète, de nos enfants, de notre jeunesse. Merci d'avoir été là, et Sud Radio sera toujours à l'écoute de vos initiatives, et vive le Nutri-Score, vive la France, vive la République, parce qu'on est vraiment sur un enjeu national. À très bientôt, professeur.